Derrière le plus long règne de l'histoire britannique se cachaient 3 femmes dont vous n'avez jamais entendu parler. L'une d'elles fut bannie. Exilée par la famille qu'elle servit 16 ans durant, elle mourut seule et le cœur brisé. Une autre s'éteignit au travail. Sa discipline de fer façonna une reine qui allait régner 70 ans. Quant à la troisième, elle seule, hors de la famille royale, pouvait appeler Élisabeth par son petit nom d'enfance. Elle gardait carrément les clés des joyaux de la couronne. Et à sa mort, la reine pleura ouvertement durant ses funérailles. Ni conseiller distant, ni figure de pouvoir. C'était sa nounou, sa gouvernante et son habilleuse. Des femmes qui l'élevèrent depuis l'enfance, lui apprenant aussi bien à rester assise des heures qu'à affronter le monde en monarque. Quand on pense à la reine Élisabeth II, on imagine cette femme couronnée, si calme, digne et imperturbable. Mais cette icône fut créée sur mesure, et les artisans de cette création n'étaient ni rois ni ministres, mais 3 femmes ordinaires ayant tout sacrifié, amour, enfant, vie normale, pour transformer une jeune fille en reine. Marianne Crawford, la gouvernante écossaise progressiste, elle pensait qu'un monarque devait impérativement connaître la réalité des gens ordinaires. Clara Knight, la redoutable nounou, qui imposa une discipline de fer capable de briser n'importe quel autre enfant. Et Margaret MacDonald, simple bonne d'enfant au départ, qui devint la confidente la plus intime de la reine pendant 67 ans. Chacune d'elles fit d'immenses sacrifices. Chacune laissa une empreinte indélébile sur le caractère d'Élisabeth. Et chacune connut un destin bien différent. L'une fut bannie, avec interdiction absolue de reparler un jour à la famille royale. Une autre mourut en fonction, ses services discrètement salués, puis vite oubliés. Tandis que la dernière fut honorée, chérie et pleurée comme un membre de la famille. Leurs histoires dévoilent ce que le palais a toujours voulu nous cacher. Que les reines ne naissent pas ainsi, elles se façonnent grâce à des femmes hors du commun. Commençons par celle qui a le plus donné et qui a tout perdu. Marianne Crawford, la gouvernante dévouée. En 1933, une jeune écossaise brillante nommée Marianne Crawford arriva au 145 Piccadilly avec des rêves bien loin de la royauté. Elle avait alors 24 ans. Diplômée universitaire en psychologie infantile, une rareté absolue pour les femmes de son époque, son unique objectif en sortant d'études, travailler avec les enfants défavorisés dans les quartiers les plus pauvres d'Édimbourg. Elle voulait réduire la fracture entre les plus riches et les plus pauvres pour faire une vraie différence. Mais la duchesse d'York avait d'autres projets. Elizabeth Bowes-Lyon, la future reine-mère, décela immédiatement quelque chose d'unique chez cette jeune éducatrice. Elle proposa à Marian un poste d'été temporaire auprès de ses filles, les princesses Elizabeth et Margaret. Juste quelques mois, disait-elle, simplement pour donner un coup de main. Marian accepta, pensant que ce ne serait qu'un bref détour, un détour temporaire. Elle y resta 16 ans. Marianne Crawford ne se distinguait pas seulement par son éducation, elle croyait profondément que les enfants royaux devaient découvrir la vie hors du palais. Pendant que la gouvernante en chef, Clara Knight, dirigeait la garderie, avec une rigueur édouardienne, Marian incarna la passerelle vers la vie réelle. Elle emmena ainsi les princesses dans le métro londonien. Imaginez un instant de futures reines prenant le métro comme n'importe qui. Elle les emmenait chez Woolworths acheter des cadeaux de Noël avec leur argent de poche. Elle initia des baignades dans des bains publics où les filles s'amusaient avec des enfants qui ignoraient tout de leur rang royal. Durant la Seconde Guerre mondiale, quand la famille royale s'abritait au château de Windsor, Marian eut une idée lumineuse. Elle monta des pantomimes, Cendrillon et l'enfant de Noël, joués par les princesses aux côtés des écoliers du coin. Elles récoltèrent d'importantes sommes pour le fonds de la reine, mais surtout, ces pièces permirent à Elizabeth et Margaret de briser le protocole pour créer de vrais liens. Les jeunes officiers postés à Windsor découvrirent que la future reine n'était pas une figure lointaine et inaccessible. Une fille sérieuse et réfléchie, dotée d'un réel talent théâtral et d'une chaleur authentique. Marian était bien plus qu'une gouvernante. Elle devint la confidente d'Élisabeth, surtout durant la crise de l'abdication de 1936, quand l'obsession d'Édouard VIII pour Wallis Simpson ébranla le trône. Tandis que les adultes affrontaient le chaos, Marian apporta un soutien émotionnel constant à cette fillette de 10 ans dont la vie basculait. Quand Élisabeth voulut s'engager dans les services territoriaux auxiliaires, en 1945 pour servir activement dans l'armée durant la guerre, les encouragements de Marian aidèrent à surmonter les réticences initiales du roi. Élisabeth devint la seule femme royale à porter l'uniforme durant ce conflit. Et ce choix forgea son image auprès du public pour le reste de ses jours. Marian repoussa son propre mariage pendant 16 longues années. Sacrifiant son bonheur personnel, ses rêves d'aider les enfants défavorisés, elle offrit sa vie sur l'autel du devoir envers ses 2 filles. Puis en 1949,
elle prit une décision qui détruisit absolument tout. À sa retraite, des éditeurs américains contactèrent Marian pour raconter ses années auprès des princesses. Elle sollicita d'abord leur autorisation. La reine-mère répondit de façon aussi rapide que glaciale. Les personnes de confiance de notre entourage doivent garder un silence de tombe. Mais Marian, par naïveté ou par un besoin viscéral d'exister après 16 ans de service, accepta de publier ses mémoires intitulées « Les petites princesses ». Avec le recul actuel, l'ouvrage paraît presque inoffensif. Elle y évoquait simplement les filles se rongeant les ongles, l'ameublement de leur chambre ou les fêtes de Noël. Aucun scandale, aucune méchanceté, juste de l'intimité. La réaction de la couronne fut d'une froideur implacable. Plus jamais ils ne parlèrent à Marianne Crawford. Et pas un seul membre de la famille ne reconnut son existence après la parution du livre. Elle dut quitter le cottage de fonction à Kensington qui lui avait été promis pour ses vieux jours. L'expression « faire une crofie » est devenue le synonyme au palais de la trahison ultime. Marianne s'est installée à Aberdeen avec son mari. Pendant des décennies, elle attendait dehors quand la famille royale passait pour se rendre à Balmoral, espérant tellement qu'on s'arrête, qu'on lui fasse un signe, qu'on reconnaisse enfin ses 16 années de dévouement. Mais personne ne s'est jamais arrêté. Vers la fin, la santé mentale de Marianne s'est effondrée. Elle tenta de se suicider plusieurs fois. Quand elle s'éteignit en 1988 à 78 ans, aucun membre de la famille royale n'assista à ses obsèques. Pas de fleurs, pas de condoléances, rien. Celle qui avait façonné une reine, celle qui avait aimé Élisabeth. D'un amour bien au-delà du simple devoir, s'est éteinte seule, le cœur brisé. Pourtant, et c'est ce qui me hante, tout ce que Marian a appris à Élisabeth sur le contact humain, sur la compréhension de ses sujets, sur l'accessibilité malgré la couronne, tout cela a forgé la monarque qu'elle est devenue. L'héritage de Marianne Crawford survit dans chaque élan d'empathie d'Élisabeth II, chaque fois qu'elle a montré qu'elle comprenait la vie des gens ordinaires. Le drame, c'est que Marianne ne l'a jamais su. Clara Knight, la redoutable gouvernante. Si Marianne Crawford était la passerelle vers le monde extérieur, Clara Knight était la fondation même de toute sa vie. Née en 1879 près de Hertfordshire, Clara venait d'une famille de fermiers. Son père exploitait les terres du comte de Strathmore. Et quand les enfants Strathmore ont eu besoin d'une nounou, Clara était là. Les enfants n'arrivant pas à prononcer correctement, Clara l'appelèrent Alla, un surnom qu'elle gardera toute sa vie. Alla éleva Elizabeth Bowes-Lyon, la future reine-mère. Alors quand celle-ci épousa le prince Albert, duc de York en 1923, puis donna naissance à leur premier enfant en 1926. La question du choix de la gouvernante ne se posa même pas. La philosophie d'Alla était d'une rigueur absolue. Pour éviter de gâter un enfant, il faut imposer routine, discipline et contrôle émotionnel absolu. Elle agissait sous la coupe de la reine Marie, dont les directives sur l'éducation royale étaient limpides. La jeune princesse devait apprendre à saluer sans s'agiter, à sourire sur commande et à se tenir dignement, même dès son plus jeune âge. Le programme quotidien imposé par Alla à la petite Élisabeth était d'une précision impitoyable. Petit déjeuner à 7h30 du matin, couché à 19h15. Même les besoins naturels de la princesse étaient régulés selon un calendrier d'une rigueur extrême. Ce n'était pas de la cruauté pour l'époque, dans les années 20 et 30. C'était la norme d'excellence au sein de l'aristocratie. Mais cela exigeait une personnalité de fer. Et Alla en avait à revendre. Ceux qui l'ont côtoyée la décrivaient comme une femme redoutable, d'une droiture inflexible, que ni les sentiments ni les larmes d'un enfant ne pouvaient fléchir. Pourtant, sous cette carapace de froideur se cachait un dévouement sincère. Dans une lettre touchante de mars 1927, alors qu'Élisabeth avait presque un an, Alla écrivait à la duchesse « Si maman regarde dans ma bouche toute grande ouverte avec une petite loupe, elle verra mes 2 dents. » Élisabeth va bien et est heureuse, Alla. Elle écrivait en se mettant à la place de la petite princesse, montrant une femme émerveillée par son évolution. Fière de chaque étape franchie, aimant profondément l'enfant dont elle avait la garde. La princesse gardera toute sa vie un grand respect pour Alla. Même si Élisabeth montrait rarement son affection, un trait inculqué par Alla elle-même, elle comprenait que le dévouement rigide de sa gouvernante était sa propre façon d'aimer. Alla ne s'est jamais mariée. Elle appartenait entièrement à la famille royale. Elle a traversé la crise de l'abdication, le couronnement du roi George VI, et les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er janvier 1946, à Sandringham House, Clara Knight meurt à l'âge de 66 ans, toujours en service actif pour la famille royale. Elle restait l'ultime lien avec un monde ancien de devoirs et de retenue. Aucune fanfare, aucun hommage public pour elle. Pourtant, cette femme avait élevé non pas un, mais 2 enfants royaux. La reine-mère et la future reine s'éteint en toute discrétion.
son histoire glissant déjà dans l'oubli royal. Pourtant, son héritage survivra dans chaque geste mesuré d'Élisabeth II. Et dans sa réserve légendaire, dans sa capacité à endurer les épreuves sans se plaindre. Cette discipline rigoureuse d'Allah deviendra le socle d'un règne de 70 ans. Cette sévérité qui semblait si dure à la petite princesse a forgé le caractère d'acier de la future monarque. Margaret MacDonald, la compagne dévouée. Et puis, il y avait Bobo. Margaret MacDonald est née en 1904 dans les Highlands, dans une modeste maison de cheminot de 3 pièces. Son père travaillait sur les voies ferrées. Loin du luxe, de l'éducation et des privilèges. C'était la classe ouvrière de l'Écosse rurale, solide, honnête et sans prétention. En 1926, à la naissance d'Élisabeth, la maison d'York cherche du personnel pour la nurserie. Margaret, âgée de 22 ans, est alors engagée comme sous-gouvernante. Et un miracle s'est produit. Quand Margaret jouait à cache-cache avec la toute petite Élisabeth, elle surgissait de sa cachette en criant « Bouh !». Le bébé frappait des mains de joie en répétant « Bouh ! Bouh !» disait-elle pour l'imiter. De ce jeu tout simple est né un surnom qui durera 67 ans. Bobo devint bien plus qu'une gouvernante. À la naissance de Margaret en 1930, Bobo reste dévoué à Élisabeth. À 4 ans, quand Élisabeth commence à partager sa chambre avec Bobo, au lieu de dormir seule, s'installe entre elles une complicité hors du commun. Pendant 7 ans, elles partageront cette même chambre. 7 années d'une intimité profonde pendant les moments clés de son enfance. Bobo devient sa plus proche compagne, sa toute première confidente, celle qui connaissait ses moindres doutes, ses plus grandes peurs et ses joies secrètes. Avec les années, Bobo devient officiellement son habilleuse. Mais ce titre cache son véritable rôle. Oui, elle gérait la garde-robe de la reine, collaborant étroitement avec des créateurs comme Norman Hartnell et Hardy Amis. Oui, elle veillait sur les bijoux de la reine, choisissant chaque parure officielle avec une expertise d'une rareté absolue. Mais la mission la plus cruciale de Bobo était bien plus intime. Elle était la gardienne des secrets de la reine. Pendant près de 70 ans, elle réveillait la souveraine chaque matin avec une tasse de thé. Elle faisait couler son bain, préparait ses vêtements et choisissait ses parures pour la journée. Même octogénaire, Bobo tenait à accomplir ses rituels, traitant toujours la souveraine comme sa petite. En 1947, pour le mariage d'Élisabeth et Philippe, Bobo accompagna même le couple durant leur lune de miel. Un privilège absolument inouï. Ce voyage intime était pourtant un espace sacré. Mais la famille royale acceptait cette présence, comprenant qu'Élisabeth avait besoin de son époux, mais aussi de la personne qui l'aimait depuis toujours. En février 1952, quand le roi George VI mourut alors qu'Élisabeth était au Kenya, c'est à Bobo que le roi mourant demanda de veiller sur sa fille. « Prends bien soin de la princesse, Bobo ». Ce furent ses toutes dernières volontés concernant son enfant, non pas à des conseillers ou politiciens, mais à Bobo. Pour honorer sa loyauté, la reine décora officiellement Bobo, la nommant membre de l'ordre royal de Victoria en 1953, puis lieutenante de ce même ordre en 1986. Pourtant, la plus belle distinction ne fut pas ce titre officiel, mais la place unique que Bobo garda au palais de Buckingham jusqu'au bout. Alors que les autres prenaient leur retraite, Bobo obtint ses propres appartements au palais, décorés selon ses goûts, entourés des somptueuses tenues qu'elle avait choyées pendant des décennies. Elle n'avait plus aucune obligation. Elle restait la personne la plus importante pour la reine, hors de sa famille proche. Quand sa santé déclina, la reine lui assura des soins médicaux constants, ne reculant devant aucune dépense pour son confort. Le 22 septembre 1993, Margaret MacDonald s'éteignit à l'âge de 89 ans dans ses appartements de Buckingham, le seul véritable foyer qu'elle ait connu en près de 70 ans. Elle s'en alla au milieu des robes et des parures officielles qu'elle avait tant choyées. La reine quitta Balmoral pour assister en personne à ses funérailles. Un geste historique, la souveraine interrompant ses vacances pour honorer une simple employée. La cérémonie se déroula à la chapelle royale du palais de St. James, un lieu d'ordinaire réservé aux seuls membres de la famille royale. Et voilà ce qui sépare le destin de Bobo de celui de Marianne Crawford. Bobo n'a jamais trahi aucun secret. Malgré 67 ans de service et un accès total aux secrets les plus intimes de la reine, ses habitudes et ses faiblesses, Bobo n'a jamais rien publié, refusant les mémoires comme les interviews. Elle a emporté ses secrets dans la tombe. À l'époque des confessions de célébrités, le silence de Bobo était en soi un message puissant sur le sens du véritable dévouement et de la loyauté. Voici l'histoire de 3 femmes au destin profondément différent. Marianne Crawford offrit 16 années avant d'être bannie, mourant seule et le cœur brisé pour avoir osé parler. Et Clara Knight, 20 ans de sa vie offerts jusqu'à la mort pour des efforts vite salués puis totalement oubliés. Margaret MacDonald, elle, a servi 67 ans, honorée et pleurée
comme un membre de la famille. Ce qui les séparait n'était pas l'intensité de leur dévotion. Toutes trois étaient dévouées et la qualité de leur service était irréprochable. Leur travail était brillant. Ce qui les séparait tenait à une seule vérité brutale. La monarchie exige un silence absolu comme rançon de son amour. Marion a parlé et fut détruite. Bobo s'est tu et fut préservé. Mais voici ce que le palais ne pourra jamais effacer. Ces trois femmes font intimement partie de celle qui est devenue la reine Élisabeth II. L'idée de Marion qu'un monarque doit comprendre le peuple a façonné les bains de foule d'Élisabeth, créant un lien sincère avec ses sujets. La rigueur d'Allah devint le calme légendaire de la reine. Cette force d'endurer les épreuves sans jamais se plaindre. Et l'amour inconditionnel de Bobo a donné à Élisabeth la force d'affronter 70 ans de pression avec grâce. Elle n'était pas de simples gouvernantes, elles ont littéralement façonné une reine. Et c'est peut-être là le vrai sujet. Au-delà du destin de ces trois femmes extraordinaires, c'est l'histoire de toutes les mains invisibles qui écrivent l'histoire. Ces éducatrices, ces soignantes et ces âmes dévouées, qui se sacrifient pour permettre à un autre de réaliser son destin. On se souvient des souveraines, mais aujourd'hui nous saluons celles qui les ont faites. Laquelle de ces trois histoires vous a le plus touché? Dites-nous, le prix de l'honnêteté de Marion était-il trop élevé, ou avait-elle le droit de raconter sa propre vie? Donnez votre avis dans l'espace commentaire ci-dessous. Si cette plongée dans les secrets de la royauté vous a captivé, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Tant de secrets restent encore à révéler. Prêts à être découverts?